J'ai coupé les ponts avec mes parents il y a bientôt 1 an et ce qui m'anime, c'est de pouvoir aider aussi peut-être d'autres personnes à comprendre comment est-ce qu'on peut sortir d'une relation toxique avec aussi sa famille. Qu'est-ce qui doit motiver notre pardon? Eh bien, déjà, rien que dans la question, qu'est-ce qui doit motiver? Rien. Bonjour à tous et bienvenue dans Épiphanie. Dans cette émission, on ne parlera ni frangipane, ni galette des rois, mais on va tout de même se faire du bien. L'épiphanie en psychologie, c'est un moment où le changement se produit. Un changement pour avancer, pour aller vers le mieux. Et aujourd'hui, c'est Marie-Pierre qui est dans cette démarche de mouvement. Cette jeune maman a décidé de se libérer du poids d'une relation toxique avec ses parents. Alors avec Christelle Albaret, on va écouter Marie-Pierre, mais on va se questionner avec vous car on peut tous, à un endroit de notre vie, se retrouver prisonniers d'une relation qui nous abîme. Attention, ici on ne cherche pas à juger ni à dramatiser, on écoute, on comprend et surtout on cherche des clés ensemble, celles qui permettent de respirer à nouveau, de retrouver son élan, son courage ou simplement un peu de paix. Bienvenue dans Épiphanie. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Yasmine. Alors déjà merci d'être avec nous, merci de bien vouloir nous raconter votre histoire. Ça va, vous êtes bien installée? Très bien. Ok. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui? Quel est le mouvement qui vous anime? En fait, j'ai coupé les ponts avec mes parents il y a bientôt 1 an. Et ce qui m'anime, c'est de pouvoir aider aussi peut-être d'autres personnes à comprendre comment est-ce qu'on peut sortir d'une relation toxique avec aussi sa famille. Alors, on parle d'une relation toxique au sein de la famille. Christelle, avant de démarrer, j'ai l'impression qu'on vient de découvrir ce terme de relation toxique. On vient de découvrir que certaines relations pouvaient nous faire du mal, on l'utilise à tort et à travers. Est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est une relation toxique? Vous avez raison, en fait, Yasmine, de dire que c'est un mot qui est devenu, j'aime pas dire à la mode, mais on va dire qui a permis de poser un ressenti. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on l'utilise beaucoup. Ce qui est intéressant, par contre, à prendre en considération tout de suite, c'est bien différencier une relation toxique d'une personne toxique. On peut être dans une relation toxique, mais être 2 personnes saines, mais qui, dans une configuration, dans une relation, au fur et à mesure, parce qu'on a des dysfonctionnements, parce qu'on a des histoires de vie différentes, parce qu'à un moment donné, on traverse des frustrations, des difficultés dans la relation, eh bien, la relation au démarrage qui était saine va devenir toxique. Mais ces 2 personnes-là sont 2 personnes saines et peuvent avoir avec d'autres personnes des relations totalement saines. Alors, ce qui est particulier dans cette histoire, dans l'histoire de Marie-Pierre et celle qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une relation toxique au sein de la famille. La famille, c'est notre berceau, c'est censé être notre pilier dans la vie. C'est censé, c'est-à-dire que sur le papier, normalement, le parent ou celui qui a la fonction parentale, c'est la personne qui est censée nous aimer de façon inconditionnelle, sans condition, et donc nous montrer la voie pour qu'en fait, ensuite, nous, on apprenne à s'aimer soi-même, justement, en se donnant de la valeur, en se donnant de l'autonomie, des limites. Et la problématique, c'est que tous les parents ne sont pas parfaits, et même de toute manière, quand on veut être un parent parfait, on arrive à donner un sentiment qu'un amour peut être sous condition. Je suis sûre qu'on va parler de tout ça avec Marie-Pierre et on va déjà essayer de comprendre à quoi ressemblait votre famille. Je vais vous présenter quand même pour ceux qui nous regardent. Vous êtes une jeune maman d'un magnifique petit garçon, je crois qu'il a 2 ans maintenant. Vous êtes une belle-mère aguerrie de 3 jeunes filles. Vous êtes mariée à un homme qui vous aime passionnément. Ça, c'est la famille que vous avez choisie, celle que vous avez construite. À quoi ressemblait la famille dans laquelle vous avez grandi? Celle dans laquelle j'ai grandi, c'est une famille recomposée aussi. Je suis la dernière enfant d'une fratrie de 10 enfants, mais je suis la seule issue de l'union de mes parents. C'est-à-dire que mon père a eu 7 enfants de son côté, ma mère a eu 2 enfants de son côté. Ils ont chacun divorcé, ils se sont rencontrés. Et moi, je suis venue j'étais censée un petit peu lier cette famille. Et il s'avère que ce n'est pas le cas. Mais donc j'ai grandi dans un contexte où j'avais une grande différence d'âge avec mes demi-frères et sœurs. On a très peu vécu ensemble parce qu'il y a eu beaucoup de conflits liés au divorce respectif de chacun de mes parents. Donc vous étiez 3 finalement? Oui, on a grandi à 3. J'ai quelques souvenirs avec certains de mes frères et sœurs, mais voilà, c'était vraiment dilettante. Et en fait, finalement, chacun des enfants, ils sont tous rentrés en conflit avec mes parents à un moment ou à un autre. Donc moi, j'ai grandi très éloignée d'eux. J'ai quasiment pas eu de contact avec eux pendant mon enfance. Donc oui, un noyau très, très fort à 3. À 3. Et quelle était l'ambiance entre vous 3 à la maison? C'était très fusionnel avec ma mère. Mon père était absent, il était chauffeur routier, donc il partait du dimanche au vendredi, donc très absent. Très en fusion avec ma mère, une maman très protectrice,
et des parents qui ont beaucoup projeté sur moi, effectivement, c'est peut-être ce que vous disiez, dès le plus jeune âge, mais parce qu'ils jonglaient aussi chacun avec les conflits qu'ils avaient avec leurs enfants. Et donc finalement, tout ce qu'ils n'ont peut-être pas vécu avec leurs enfants, ils l'ont projeté sur moi, donc beaucoup de pression pour être l'enfant parfaite, avoir des bonnes notes, voilà, vraiment. Ça, c'est votre analyse d'adulte sur votre enfance. On sent que vous avez travaillé là-dessus. Mais est-ce que vous pouvez vous replonger dans la Marie-Pierre enfant pour nous dire ce que vous ressentiez à ce moment-là? Est-ce que vous étiez une enfant choyée, inondée d'amour par ses parents? Je pense inondée d'amour, mais inondée de beaucoup de choses. J'ai encore un peu de mal peut-être à verbaliser certains exemples concrets, mais j'ai ce souvenir d'être vraiment collée avec ma mère, d'avoir très peu de possibilités de voir des copines, d'aller dormir chez les uns, chez les autres, d'avoir très peu du coup de relations sociales. Ouais. Et de devoir vraiment, j'avais vraiment ce sentiment, même déjà petite, de devoir compenser l'absence des autres. Donc il y avait quand même une contrainte ouais. dans cette relation. Est-ce qu'il y avait de l'amour qui était verbalisé? Très peu. Très très peu. Mon père n'était pas du tout, est pas du tout quelqu'un de versatile. Et voilà, il n'exprime pas ses émotions. Et ma mère exprimait ses émotions, mais toujours dans une idée presque de chantage affectif. Enfin, il y avait cette idée de « je t'aime parce que tu fais ça, je t'aime parce que tu as eu des bonnes notes, je t'aime parce que tu rentres tôt de l'école ». Enfin, vraiment, tout était relié. Alors ça me fait un peu peur parce que quand vous dites ça, j'ai 2 enfants. Je me demande si je fais pas moi aussi la même chose, quoi. Voilà, elle parle de surprotection. On a tous quand même en tant que parents cette peur pour nos enfants qui peut nous amener à en faire trop peut-être. Il y a 2 choses que je note dans ce que vous avez dit, Marie-Pierre. C'est 1, le sentiment d'être étouffé. Et un amour, quand il étouffe, eh bien, il fait mal, en fait, parce qu'il empêche à soi de se développer. Et vous avez parlé de chantage affectif. Le chantage affectif, c'est lorsque on prend conscience, alors je pense que le mot chantage affectif, vous le mettez maintenant en mots, mais qu'enfant, on ressent des choses, c'est ça qui est très dur, c'est quand on ressent des choses et qu'on nous explique que l'amour, c'est ça qui est compliqué. Parce que ça veut dire que l'amour, c'est sous condition. L'amour, c'est de correspondre à l'attente de ma mère. Donc, il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a ce sentiment de se dire, il faut que je disparaisse, entre guillemets, un peu intérieurement, au profit de ce que ma maman attend. Effectivement, j'ai vécu cette phase de suradaptation. Par exemple, sur le sujet des notes, j'ai jamais ressenti qu'il fallait que j'aie des bonnes notes pour me construire en tant qu'adulte responsable. Je l'ai vraiment vécu comme avoir des bonnes notes pour compenser le fait que mes frères et sœurs n'ont pas fait d'études, ont arrêté l'école très tôt et n'ont pas réussi dans le milieu scolaire. Donc moi, j'ai vraiment eu cette pression de on t'aime parce que tu as des bonnes notes et parce qu'il faut que tu fasses des études. Et donc, j'ai vraiment vécu ça de ce côté-là. Et donc, moi, je me suis suradaptée, effectivement. J'ai passé mon bac, puis mon master. C'est une réparation, en fait. Exactement. Réparer les autres. Exactement. Je ne l'ai jamais fait pour moi. Pour vous, oui. Ou en tout cas, j'ai jamais eu le sentiment, quand je le faisais, de le faire pour moi. J'ai toujours eu le sentiment de le faire pour que ça vienne peut-être soigner leurs propres blessures. Et ça, j'en étais consciente. Pour bien faire. Ouais, et ça, j'en étais consciente très tôt. Très tôt. Je voyais les conflits qu'ils pouvaient avoir avec mes frères et sœurs. Et j'ai très vite senti que si moi je performais, c'était vraiment pour venir les soigner parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez eux. Donc on ressent cette enfance dans la surprotection, dans la fusion, comme vous avez décrit. Puis alors, vient le moment de l'adolescence. L'adolescence, pour chaque enfant, c'est le moment du chamboulement, c'est une tempête émotionnelle où l'enfant veut quand même se différencier de ses parents, aller explorer le champ des possibles. C'est le moment pour vous où cette fusion elle a commencé à être pesante? Oui, c'est ce que vous disiez sur la partie rébellion, pour le coup. En fait, ma grand-mère paternelle est décédée. Je ne l'avais quasiment pas connue de son vivant, puisque justement, beaucoup de conflits dans la famille. Mes parents étaient très isolés. En fait, on était vraiment 3, mais tout le temps. On avait vraiment un huis clos. Un huis clos, exactement. Et quand ma grand-mère est décédée, j'ai vu à l'hôpital mes demi-frères, j'ai vu mes oncles et mes tantes, et je me suis rendu compte que j'avais de la famille qui existait et qui voulait prendre contact avec moi. Et ça a vraiment été un moment, j'avais 16 ans, où j'ai commencé à réfléchir sur mais pourquoi finalement, si mes parents sont en conflit avec eux, pourquoi est-ce que moi je devrais l'être aussi? Pourquoi est-ce que je devrais hériter de conflits qui ne me regardent pas? Là, c'est une individualisation, quoi. C'est ça. Et j'ai commencé à essayer, verbaliser, que je voulais prendre contact avec eux, essayer de les connaître, me faire mon propre avis sur... Parce qu'en fait, j'avais vraiment le récit de mes parents qui m'expliquait, qui était très, très clair sur pourquoi est-ce qu'ils étaient en conflit avec ma famille. Donc, ils avaient des propos très durs vis-à-vis de mes frères et sœurs ou de mes oncles et tantes. Mais j'avais besoin, et j'ai vraiment ressenti l'envie de me confronter à ça, et
qu'ils me disent vrai ou est-ce que finalement ça les concerne eux mais ça ne doit pas me concerner moi. Enfin, là, j'ai vraiment ressenti cette... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Comment ils ont réagi, vos parents? Très mal. Très mal. Ils l'ont vécu comme une sorte de trahison, surtout ma mère, puisque la partie de ma famille avec laquelle il y avait le plus de complices, c'était ma famille paternelle. Ma mère m'avait toujours expliqué ne pas avoir été acceptée. Et donc, forcément, lié à ça, je n'étais pas acceptée non plus, selon elle. Ouais. Et donc, elle a très mal vécu le fait que je veuille prendre contact avec cette partie de ma famille. Elle m'a vraiment verbalisé, enfin, il y a eu des actes violents à ce moment-là, elle m'a vraiment verbalisé que je la trahissais, que je ne l'aimais pas, justement, que le fait d'aller vers eux, c'était un acte de guerre vis-à-vis d'elle. Oui, voilà. Donc, ça a été très dur. Ça a dû être évidemment très dur pour vous. Est-ce qu'elle avait aussi, ils avaient, vos parents, de la méfiance envers, par exemple, vos amis, ou ils étaient très ouverts à ça? Non, très méfiants vis-à-vis de mes amis aussi. Il y avait toujours cette idée de ils vont profiter de toi, tu es trop bien pour eux, ils sont pas assez bien pour toi. Et dès que je pouvais verbaliser le moindre petit conflit, mais qui en fait maintenant avec un œil adulte sont des conflits presque classiques d'école, d'ado. Il y avait toujours cette idée de en fait il faut que tu les laisses. Et donc moi j'ai toujours été éduquée dans un schéma où dès qu'il y avait un conflit avec quelqu'un, la relation devait s'arrêter. Et donc, je me retrouvais tout de suite très seule, puisque du coup, je me refaisais des amis. Mes parents interagissaient et finalement, il y avait toujours quand même une fracture qui se faisait. Donc, à chaque fois, recréer des cercles, mais ça tenait jamais. Alors, est-ce qu'on peut se mettre à la place des parents de Marie-Pierre? Voilà, quand on a un ado, quand on a un enfant, on peut avoir peur pour lui. Est-ce que c'est pas naturel, ça, de vouloir lui éviter de souffrir dans ses relations avec ses amis? De vouloir que son enfant ne souffre pas, bien sûr que c'est quelque chose qu'on veut tous, alors c'est qu'on a un problème, d'accord? Mais là, c'est pas ce qui est, en tout cas, du point de vue de Marie-Pierre, exprimé. C'est-à-dire qu'il y a... Je pense peut-être chez vos parents, une peur de l'abandon en fait du lien. Et donc plus on va élargir le cercle, élargir de cercle, plus le risque de perdre en fait Marie-Pierre s'intensifie. Et il y a une sorte de volonté un peu de pensée unique aussi. C'est-à-dire que si on diversifie pas les liens, en fait, la pensée reste la même. Ce qui était la même chose dans la famille. C'est pas forcément conscient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos parents n'avaient pas forcément la volonté de vous faire mal à cet endroit-là, mais leur peur, leur histoire de vie faisait qu'ils étaient en train de vous isoler, mais surtout de vous faire aussi penser que l'autre est un danger. Et que par exemple, même un conflit est un danger. C'est-à-dire qu'en fait, un conflit, soit en fait, tout va bien, ou alors c'est la rupture. Oui, mais alors l'idée donc on revient sur l'idée de la pensée unique, la notion du débat pour pouvoir penser, se construire, et bien en fait ça n'existe pas. Et bien entendu, plus vous allez vous isoler, recouper à chaque fois avec vos amis, on part du principe que vous revenez dans la racine familiale et qu'à cet endroit-là vous serez protégés, mais aussi seront protégés. Au sein de votre famille, on parle donc de fusion, de surprotection, d'un manque de liberté. Pour vous, vous avez grandi comme ça. Il y a un moment qui a tout changé, après l'adolescence et cette envie d'ailleurs. C'est le moment où vous êtes devenue maman. Ça fait 2 ans que vous êtes la maman d'un très beau petit garçon. Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation avec vos parents? Ça a tout changé. En fait, de mes 16 ans à du coup j'ai 34 ans, à mes 32 ans, ça a vraiment été une relation particulière avec mes parents. Donc moi, je suis partie à 18 ans de chez mes parents, enfin à 18 ans pile. Justement, je suis partie tout de suite. Je suis pas partie loin, je suis partie à 15 minutes de chez mes parents. C'était vraiment pour dire que je voulais plus vivre avec eux et j'allais plus les voir, mais j'étais pas loin. Et de mes du coup 18 à 32 ans, c'était une relation très particulière. Je les appelais tous les jours, parce que si je les appelais pas tous les jours, ils me répondaient plus. Ils coupaient il y avait un conflit qui se créait parce qu'il y avait cette idée d'abandon peut-être. Donc tous les jours, je devais les appeler, même 3 minutes, pour dire juste est-ce que ça va, prendre des nouvelles. Je devais aller les voir, mais à chaque fois que j'y allais, mon conjoint, il avait été étonné, parce que quand on y allait, il y avait vraiment cette idée ils sont à 1 heure de chez moi maintenant. Il y avait cette idée on y va, mais on reste pas plus qu'1 heure. Plus d'1 heure, moi, je tiens pas. C'était dur. Ouais. Donc à chaque fois, mon conjoint se disait, c'est quand même particulier de devoir, cette épreuve d'aller chez tes parents et de devoir calculer le temps qu'on y reste. Mais voilà, c'était une relation un peu obligée,
où inconsciemment, je me disais, il faut que je garde le lien avec eux parce que je suis la seule de leurs enfants qui continue à leur parler. Et sinon, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas d'amis, leurs autres enfants leur parlent pas. Je suis leur famille. Donc, il y avait cette idée d'obligation et de se dire, si moi, je coupe le lien, ils n'ont plus personne. Et ils sont âgés, ils ont 75 ans, 76 ans. Donc, il y avait cette idée de, si moi, je coupe le lien à cet âge-là, ils vont mourir seuls. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé un petit peu à me questionner sur quelle mère j'avais envie d'être avec mon fils et qu'est-ce que j'avais envie de lui transmettre vis-à-vis de ce que moi j'avais eu en héritage de mes parents. Et quand je suis devenue mère, il y avait vraiment eu cette réflexion de est-ce que j'ai envie qu'il me voie être la fille que je suis avec mes parents. Vous ne vouliez pas qu'il voie cette relation que vous aviez avec vos parents ? Ouais. En fait, il y a eu des moments où, avec mon fils, on était chez mes parents et mes parents avaient des mots très durs avec moi, des gestes parfois violents sous le coup de la rigolade, mais voilà, une petite tape derrière la tête ou ce genre de choses qui étaient assez classiques en fait chez mes parents. Et il y a vraiment eu ce moment où j'ai regardé mon fils et je me suis dit, mais j'ai pas envie en fait que mon fils grandisse en se disant que sa mère vit ça et que du coup, potentiellement, c'est acceptable. Que ce soit la normalité. Que ce soit la normalité. Je me suis questionnée là-dessus et je me suis aussi questionnée sur le fait de me dire, vous parliez d'amour inconditionnel. Et moi, j'ai vraiment grandi dans cette idée que, comme mes parents, et c'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont verbalisé dans nos derniers échanges, que s'ils m'avaient mise au monde, j'avais des devoirs vis-à-vis d'eux. Et moi, je me suis vraiment questionnée sur est-ce que j'ai envie que mon fils se dise qu'il a des devoirs vis-à-vis de moi aussi, en étant sa mère. Et tout ça, ça s'est fait au moment où il est né. Ouais. Oui, le cheminement a commencé quand j'étais enceinte et ça s'est accéléré effectivement quand j'ai vu mon fils grandir et que j'ai été confrontée à ces... Quand vous êtes retrouvée avec votre fils et avec vos parents au même endroit, tout ça du coup est devenu beaucoup plus clair. Christelle, est-ce que c'est fréquent ça, que la maternité chamboule et surtout rabat les cartes en fait dans la famille, rabatte les cartes? Mais carrément. Moi j'adore parler de quand on devient parent, on devient un adulte parent et en fait on construit une nouvelle génération. Donc dans cette nouvelle génération, obligatoirement, il y a des chamboulements. C'est le moment où on re-questionne l'enfant qu'on a été, ce qui nous a plu et les manques qu'on a eus. Et de façon assez classique, on va avoir tendance à identifier qu'est-ce qui nous a manqué et comment on va pouvoir donner à nos enfants ce dont on a manqué. Et quand vous parlez, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux à ce moment-là, c'est dire, mais en fait, est-ce que j'ai envie que cette normalité-là soit la normalité de mon enfant? Et là, d'un seul coup, vous revoyez dans l'enfant que vous avez dit, je ne veux pas ça. Et là, il y a un instinct de protection qui se crée, et cette nouvelle génération de parents que vous êtes en train de créer, qui est en train d'émerger. Oui, et il y a aussi autre chose que je n'ai pas précisé sur ce qui est venu vraiment aussi en lien avec ça, c'est aussi la stabilité émotionnelle. C'est que finalement, en devenant mère et en étant en couple avec mon conjoint, avec qui on est dans une relation très saine, ça m'a aussi permis d'établir cette stabilité émotionnelle et cet amour aussi de moi. Cette sécurité qui m'a permis aussi de me dire que j'étais prête à couper ce lien, puisque finalement, j'ai réalisé que ce lien ne m'apporterait plus rien de bénéfique. Mais parce que là, vous parlez de couper ce lien. Mais vous vous étiez déjà posé cette question de couper le lien? Pas de façon aussi drastique. Je m'étais posé la question de m'éloigner. Ouais. Et je l'avais fait, puisque je voyais quasiment plus mes parents. On s'appelait quand même tous les jours, parce qu'il y avait quand même ce sujet-là. Mais on se voyait quasiment plus. Mais non, c'est pas aussi clairement et pas aussi drastiquement que là, le fait de plus du tout les voir et plus avoir d'échanges avec eux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est arrivée cette rupture? On a fait le baptême de mon fils il y a bientôt 1 an. Et de la même façon que toute ma vie, finalement, une de mes amies était présente à ce baptême. Et voilà, une sorte de quiproquo est arrivé. Et mon amie n'a pas eu le temps d'aller dire bonjour à mes parents. Elle avait son bébé au sein et son grand qui, en tant que maman, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et ma mère m'a appelée le lendemain du baptême en me disant « Cette amie, je ne veux pas la voir à ton mariage parce qu'elle ne m'a pas dit bonjour ». Et ça a un peu été la goutte d'eau parce que je me suis dit, j'ai organisé le baptême de mon fils, j'ai autre chose à faire. Vous pouvez au moins me remercier déjà d'avoir organisé cet événement, d'avoir tout fait. Et je lui ai dit, là c'est fini, vous ne pouvez plus gérer mes relations pour moi. Maintenant, cet ami sera là. Et si vous souhaitez vraiment continuer à interférer comme ça dans ma vie, on va arrêter d'échanger, on va arrêter de se voir. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je me suis sentie libérée d'un poids. Alors ça a été très violent parce que ça c'était au téléphone, ma mère m'a insultée au téléphone, mon père m'a rappelé le soir. Ce qui était assez rigolo, c'est que je passais en vélo devant l'immeuble dans lequel j'ai grandi avec mes parents pendant 18 ans, au moment où mon père
J'avais mon père au téléphone à vélo et mon père m'insultait pendant que je passais devant cet immeuble. Donc c'était un moment très fort émotionnellement. Une Mais scène je me de suis film, quand même, en fait, une ça. scène de film, vraiment. Mais je me suis sentie libérée parce qu'en plus, tout ce qu'ils m'ont verbalisé venait conforter ce pourquoi je voulais couper les ponts avec eux. Donc j'étais très en paix avec leurs propos et avec ma décision. En paix, libérée, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est questionnant par un moment. Là, par exemple, on est en pleine préparation de notre mariage avec mon conjoint. Et donc, il y a quelque chose de très concret qui est décidé de ne pas inviter mes parents. Et il y a quelque chose, du coup, qui vient encore plus acter cette décision, puisque je me dis que, très clairement, ne pas inviter mes parents à mon mariage, c'est encore plus acter la fin de ce lien, puisque ça me paraît très difficile de pouvoir reprendre une relation après un événement comme ça. Et en même temps, j'ai vraiment cette idée que je suis plus à l'aise avec le fait qu'ils ne soient pas là que le fait de reprendre le lien, de les faire venir et d'envisager de les avoir ce jour-là. Alors ça, c'est sûr que c'est un énorme enjeu qu'on va explorer ensemble. Avant ça, je voulais savoir si parfois il vous manquait pas. Je pense par moments, dans certains moments de routine. Quand même, on le reconnaît un petit peu. Oui, je pense dans certains moments de routine, par exemple le fait de s'appeler tous les jours pour prendre des nouvelles, il y a cette idée que ce moment-là n'existe plus. Et puis forcément, on a fêté les 2 ans de mon fils. Sa grand-mère paternelle était présente. C'est sûr que quand je le vois appeler sa grand-mère, oui, il y a un petit pincement de... J'aurais aimé qu'il y ait ça avec mes parents. Et en même temps, je sais que ce n'est pas de ma faute. Je sais que je ne suis pas responsable du fait qu'il ne soit pas présent. Je suis responsable dans le fait que j'ai acté une coupure. Mais je ne suis pas responsable de ce pourquoi il y a eu cette coupure. Donc je suis en paix, même s'il me manque. Oui, bien sûr. Pour vous... j'ai la sensation que vous vous trouviez face à un mur. C'est ça? Oui. Il n'était pas possible de faire évoluer la relation? Non, clairement, ce sont des personnes qui, quand ils s'excusaient, c'était là en l'occurrence, quand il y a eu ce dernier conflit, ma mère a essayé de reprendre le contact en me disant « je m'excuse parce que si je m'excuse pas, tu seras pas contente ». Le mais était en trop. Voilà, et ça, plus certains propos de mes parents disant effectivement que j'étais devenue quelqu'un d'ingrat. Mes parents, par exemple, ont verbalisé que depuis que j'étais avec mon conjoint et que depuis que j'étais devenue maman, j'étais devenue quelqu'un d'ingrat, de méchant, d'autoritaire. Et pour moi, je me suis vraiment dit, ça c'est vraiment la preuve qu'effectivement c'est un mur, puisqu'ils n'ont pas compris que là où eux me voient comme quelqu'un d'ingrat, de méchant ou autoritaire, c'est juste que j'ai posé mon cadre, j'ai posé mes limites et je suis devenue assez sereine et assez apaisée dans ma vie pour justement savoir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Donc et là, autonome, j'ai su que ça n'allait pas. Peut-être autonome. Émotionnellement. Christelle, de manière générale, dans une relation, quand on a l'impression, comme Marie-Pierre, quand on a l'impression qu'on a un mur en face de soi, que quelqu'un ne se remet pas en question, est-ce qu'on a les moyens de débloquer la situation, nous? Alors, si on le souhaite. Pour vous répondre, je rebondis sur 2 choses que j'ai retenues dans votre explication. Déjà, lorsque vous avez exprimé que vous avez posé la question, Yasmine, est-ce que vos parents, ils vous manquent? En fait, les parents réels ne vous manquent pas, mais l'idéal du parent que vous auriez aimé avoir vous a manqué et vous manque aujourd'hui. Ça, c'est réel, mais pas le parent que vous avez eu. Deuxième chose, il y a une question de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que là, vous avez des parents qui sont vos parents, mais qui vivent, vous avez des réactions d'enfants dans un corps d'adulte. Ils ont des réactions émotionnelles, et je pense que c'est les réactions émotionnelles qu'ils avaient déjà, eux, quand ils étaient enfants, qu'ils avaient 7-8 ans. Ils réagissent, ils vous insultent, ils crient, ils piétinent, ils vont... C'est vraiment, pour vous, donc il y a une asymétrie dans la maturité, et donc ce qui fait qu'on ne peut pas discuter avec des parents qui, malheureusement, vous ne pouvez pas leur stimuler une maturation émotionnelle qu'ils n'ont pas réalisée. C'est différent que lorsqu'on a des conflits parentaux, mais qu'on est vraiment dans une relation adulte, avec une maturité émotionnelle, où on peut accueillir les émotions de l'autre, accueillir un différentiel de pensée, se dire que oui, on a un conflit, même qu'on n'a pas du tout la même vision des choses, mais qu'à partir de là, on a un terreau commun, pour pouvoir parler et communiquer. Mais s'il y a malheureusement une maturité émotionnelle qui n'est pas du tout là, vous avez en face de vous la réaction d'un enfant, alors qui va avoir des très grosses colères, comme en fait l'enfant allait bouder ou ce genre de choses. Mais c'est pas gérable. On ne peut pas se dire que j'essaye de voir toutes les options qui s'offrent à nous à ce moment-là. On est bien, je fais bien écho à la relation de Marie-Pierre, on est bien d'accord. Alors, de manière générale, voilà, quand on se retrouve dans ce type de situation,
est-ce qu'on a les moyens de se dire, voilà, moi je les accepte tels qu'ils sont, Oui. et c'est moi qui prends de la distance par rapport à leur réaction? Non, je pense qu'en fait, j'ai dit un mot tout à l'heure qui est le mot adulte-parent, d'accord? Quand en fait, on n'est plus, on sera toujours l'enfant de nos parents, on est d'accord? Mais on devient un enfant adulte, ok? Comme on devient un parent adulte. Quand on est adulte, on doit rentrer dans une relation adulte-adulte. On n'est pas dans une relation, on parle de ça en analyse transactionnelle, et c'est intéressant, aller creuser ça, c'est-à-dire qu'en fait, on dit toujours qu'il y a la relation parent-adulte-enfant. Dans quelle énergie je suis lorsque je parle avec l'autre. Si je me mets dans une énergie d'enfant rebelle ou suradapté ou autre, je vais engager chez l'autre quelque chose qui est de l'ordre de la réaction du parent nourricier ou du parent normatif qui donne la règle. Essayons d'être dans des relations adultes où on est vraiment dans un équilibre. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être en conflit, on a le droit de se dire les choses honnêtement et franchement. Mais il faut que ce soit d'un côté comme de l'autre, que l'on fasse un pas vers l'autre. C'est pas parce qu'on est l'enfant que même si votre parent a 70 ans et que vous en avez 40, que c'est à vous de plier parce que c'est le parent. C'est pas ça une relation saine. Sinon, ça devient une relation, en fait, exactement comme la vôtre, ou créer une dette émotionnelle. On se dit, je les appelle parce qu'il faut. Est-ce que franchement, Yasmine, lorsque vous, en tant que maman, projetez vos enfants plus tard, vous avez envie qu'ils vous appellent en disant, bon, il faut qu'on appelle mamie Yasmine parce qu'il faut. C'est terrible. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qu'on a raté. Ouais, je comprends. Mais on peut aussi comprendre qu'il est difficile pour les parents d'accepter de voir leur enfant devenu adulte et de le considérer et de lui parler d'égal à égal. C'est une transition, c'est une transformation de la relation qu'il faut accepter en fait. Oui, alors j'ai pas envie de... dire faut l'accepter, je pense qu'en fait, c'est même pas à accepter, c'est génial en réalité. Transférer, partir, on grandit avec notre enfant. Pouvoir être dans une relation adulte-adulte, phosphorer, philosopher, voir la vie, converser, c'est tellement, on grandit ensemble. C'est génial. C'est vrai qu'on voit le côté positif des choses avec vous, Christelle. Donc c'est vrai, ça a l'air sinon, simple. on se rétrécit. Et c'est une responsabilité de chacun, vraiment. C'est très important. Je pense que ça, c'est une vraie clé qu'on donne à tous ceux qui nous regardent. Marie-Pierre, vous semblez alignée avec votre décision de rompre, alignée aussi avec cette décision de ne pas inviter vos parents à votre mariage. Qu'est-ce qu'il en dit, votre conjoint? Au début, il était assez étonné. Il avait vraiment cette idée de ce que vous disiez sur l'idée du mur, de dire, voilà, pour l'instant, ils ne comprennent pas, mais ça va se calmer, ça va se tasser. Et puis, en fait, il a vu mon père violent avec moi quelques semaines après. Verbalement? Oui, verbalement, quand je suis allée récupérer des affaires chez mes parents, qui m'ont d'ailleurs pas rendu, par exemple, toutes mes affaires. Enfin, il y a vraiment eu, pareil, cette attitude très enfantine de « on ne te rend pas tes peluches de quand tu étais enfant, puisque tu es devenue une adulte mauvaise. » Voilà, la punition. Donc, on va garder tes affaires. Puis en réfléchissant après, je me suis dit, finalement, j'ai peut-être pas envie de léguer à mon fils des choses que mes parents m'ont offert, donc c'est pas grave. J'ai passé là-dessus. Mais bon, du coup, mon conjoint a assisté à tout ça. Et quand on a commencé à réfléchir au mariage, il m'a laissé cheminer, et je l'en remercie. Il me suit, mais c'est vrai que je pense que voilà, pour lui, c'est quelque chose qui lui paraît tellement fou de ne plus être en contact avec ses parents. Oui. C'est poser la question de comment est-ce qu'on le verbaliserait, nous, en tant que parents, à notre fils, plus tard, quand il allait nous questionner sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas connu ses grands-parents ou autres. C'est des choses sur lesquelles on se questionne aussi tous les deux. Et en même temps, je sais qu'on aura tous les deux les clés pour expliquer à notre fils pourquoi est-ce que finalement il n'a pas connu ses grands-parents, pourquoi la situation est telle que celle-ci. On n'en est pas là. Là, on a ce mariage qui arrive et vous vous projetez dans ce moment de votre vie sans eux. Christelle, on se met à la place de Marie-Pierre, c'est une décision qui n'est pas évidente. Comment être sûre de prendre la bonne décision dans ces cas-là? Déjà, partir du principe qu'une décision, elle vaut pour le moment où on la prend. Donc, à tout moment, on peut changer d'avis quand on veut. On est d'accord? Déjà, donc on est libre. Vous avez été libre de faire ce choix. Au moment où vous faites ce choix aujourd'hui, il fait sens pour vous, ça vous permet d'être aligné. Il y a une belle résonance, donc c'est OK. Mais si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il y a des choses qui changent, qui évoluent, vous aurez le droit, en fait, de reconsidérer la question. Je pense qu'en fait, dans un mariage, on se marie pour soi. On a besoin, quand on se marie, de sentir que les gens qui sont là, c'est des personnes qui vont rayonner avec nous, qui ont envie
comme nous de passer un bon moment. Alors si en fait on fait un mariage pour nous, en se disant que ce jour-là, on amène des personnes qui, parce qu'on n'a pas réglé les situations, les conflits, vont se rejouer pendant ce jour-là, honnêtement non. Parce que je vais vous dire une chose, hein, vous reprenez les photos quelques années plus tard, vous ne voyez pas la photo des mariés, vous voyez le moment du conflit. C'est vrai. Et ça, je pense que c'est important de garder sa souveraineté à cet endroit-là, intérieur, et de se dire, ok, je comprends que ça puisse pas être compris, mais pour moi, à ce moment-là, aujourd'hui, ça fait sens. C'est ce qui est le mieux, en tout cas. Ça fait sens. Mais je trouve que ce qui est très difficile, par exemple, avec un mariage, c'est l'idée qu'on en a socialement. Et ce qu'on en voit dans les films ou partout. Enfin, il y a vraiment cette idée de la tradition. Le mariage, c'est le père qui emmène la fille à son conjoint, à son bras. Il y a cette idée de la mère qui est présente pendant les essayages de robe. Bien sûr. Et il y a tout ce processus... je ne sais pas si c'est un processus de deuil, mais en tout cas, tout ce travail qui se fait, en tout cas, de déconstruire ces idées-là. Oui. Et le verbaliser. Exactement. Votre cérémonie à vous et votre événement à vous, mais c'est ce que vous êtes en train de faire visiblement. Puis il y a aussi, je rebondis là-dessus, on a les parents biologiques, on a notre famille biologique, et puis il y a la famille de corps qu'on construit. Donc quelque part, je suis persuadée que dans votre vie, dans votre entourage, vous avez votre maman de cœur, vous avez votre sœur de cœur, vous avez votre père de cœur, eh bien ils feront partie. Et ce sont ces personnes qui prendront le rôle qui fait sens pour vous. Voilà. Alors Christelle, on ne peut pas parler de toxicité dans les relations familiales et parler de mariage sans penser à des personnalités comme la famille Beckham. Leur fils aîné a rompu avec les parents Beckham suite à une catastrophe qui s'est passée pendant son mariage. On a aussi le prince Harry et sa femme Meghan qui ont rompu totalement avec la famille du côté du prince Harry. À quel moment on sait qu'il faut rompre ? Quand notre intégrité est touchée, quand nos valeurs sont touchées, quand on perd le sens. Mais quelle question on doit se poser pour savoir si cette relation-là, elle nous abîme ? Je pense qu'il n'y a pas qu'une question qu'on peut se poser. Il y a un cumul, il y a un mal-être, il y a une angoisse, et puis surtout, on commence à sentir qu'on se perd de vue. Et quand on a l'impression que, je reprends ce mot de souveraineté, qu'on ne s'appartient plus, là, il y a des questions qui se posent. Et en effet, parfois, elles sont lourdes de sens et de responsabilité. Et on ne peut pas faire l'économie de reprendre notre histoire. Dans les histoires que vous exprimez, Yasmine, je pense notamment au prince Harry qui repense à sa mère, Diana, à qui on a volé son histoire de vie, et quelque part, il y a une notion d'héritage, de prise de conscience et de se dire, ok, mais moi, je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu, par exemple. Alors, je projette, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est l'hypothèse ça semble tellement fort que je peux faire, notamment, en tout cas, pour expliquer donner quelques grilles de lecture. Et je pense qu'en effet, il y a un moment où on a besoin, quand on sent que notre intégrité psychique est touchée, là, il y a danger. On ne peut pas évoquer les relations toxiques, la rupture avec ces relations toxiques, sans, selon moi, évoquer la notion de pardon, sujet qui est importante. Qu'est-ce qui doit motiver notre pardon ? Eh bien, déjà, rien que dans la question, qu'est-ce qui doit motiver ? Rien. Ah bah c'est clair. Un pardon ne peut pas, je veux dire, motiver le pardon, c'est comme si on se disait, en fait, comment est-ce qu'il y a la psychologie du succès du pardon ? Je pense que là, c'est pareil. Si on est un peu dans l'injonction au pardon, ça ne peut pas venir, ou alors ça vient à contre-soi. On pardonne pour faire plaisir à l'autre. On recommence le système. Alors, le pardon, ce serait forcément quelque chose qui s'impose à nous ? Ça ne s'impose pas. C'est quelque chose qui va parfois s'infiltrer au moment où ça commence à faire sens, parce que on ne pardonne pas à l'autre, on se pardonne, on pardonne en soi les différentes choses qui ont été abîmées, qui ont été éprouvées, et on cherche une paix. Je pense que quand on est dans la question du pardon, on cherche une paix en soi. Et en fait, il y a une question de se libérer de quelque chose. Et donc, chacun va trouver un pardon qui lui convient, et puis il y en a qui ne trouveront pas ce pardon, parce que c'est trop compliqué. Voilà. Marie-Pierre, on ne sait pas ce que sera l'avenir, et tant mieux d'ailleurs. On vous souhaite bien évidemment une
très jolie cérémonie pour ce mariage. Mais pour revenir à vos parents, si vous pouviez leur parler aujourd'hui, vous leur diriez quoi? J'en ai vraiment aucune idée, parce que j'ai vraiment l'impression de leur avoir tout dit beaucoup de fois. Donc je pense que les derniers mots que j'ai eus avec eux ont vraiment été de leur dire que je leur pardonnais, justement. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir pardonné autant à moi qu'à mes parents. Vous êtes en paix? Oui, vraiment. Donc, il y a vraiment cette idée de leur dire que je leur pardonne et que je sais que ça n'a pas dû être évident pour eux, qu'ils ont vécu des choses très dures et que je sais que c'est pas conscient, que tout ce qu'ils ont fait n'était pas motivé par une envie de me faire mal ou autre. Je pense que je leur dirais que je leur pardonne, mais que maintenant je suis en paix à ma place et que je n'ai pas envie d'en bouger pour l'instant et que tout va bien. Alors on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce qu'on sait, c'est que voilà, vous allez vous marier, votre enfant va grandir. Si on se projette un petit peu plus loin, si votre enfant souhaite un jour avoir des rapports avec vos parents, comment allez-vous réagir? Est-ce que ça, vous y avez pensé? Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Alors mes parents sont très âgés, ils ont presque 80 ans, ils ne sont pas en très très bonne santé et mon fils a 2 ans. Donc il y a une réalité qui est de me dire, voilà, je ne sais pas à quel âge ils pourraient me demander ça, mais je ne sais pas dans quelles conditions seraient mes parents à ce moment-là. Ce qui implique la pensée de, est-ce que je le coupe pas de quelque chose qui pourrait avoir à son insu. Si jamais il me demandait, je pense que je ne l'empêcherais pas de contacter mes parents. S'il me posait la question de ce pourquoi est-ce que moi j'étais plus en contact, je répondrais très clairement et très factuellement, mais je l'empêcherais absolument pas d'avoir des contacts avec ses grands-parents. D'accord, c'est clair. Christelle, ces moments de rupture, même si on voit que Marie-Pierre est alignée, même si on est en paix avec notre décision de rupture, ça reste une situation très difficile. Est-ce que vous auriez un mantra pour ceux qui se retrouveraient dans cette situation, pour traverser ces moments qui sont éprouvants? Le mot qui me vient, c'est celui vraiment de souveraineté intérieure. C'est pas un mantra en tant que tel, mais je pense qu'il a une vraie résonance. On est au service de notre souveraineté intérieure, on en a besoin. Elle nous construit et la vie parfois, elle nous fait perdre de vue cette souveraineté, alors qu'en réalité, elle sera toujours notre boussole. Est-ce que, si on devait décrire cette souveraineté intérieure avec des mots, est-ce qu'on pourrait se dire une phrase comme c'est mieux pour moi et j'en vaux la peine, par exemple? Ça ressemblerait à ça? Oui, alors pourquoi volontairement, en fait, le mantra, et je vous explique pourquoi, parce que je sais où vous m'emmenez. Je parle de souveraineté intérieure parce que de la même façon, je trouve que quand on pose un mantra, si je vous dis souveraineté intérieure, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, ce que j'adore, vous allez construire à partir de ça votre propre mantra qui résonne pour vous. Alors que si je vous colle une phrase, il faut que vous l'achetiez. Donc là, vous voulez dire que je me suis révélée, cette phrase, elle parle de moi. C'est ça que j'adore. Ouais. C'est exactement pour ça que je fais. Alors que sinon, on prend un mantra et on doit chacun avoir ce mantra qui nous colle, qui nous colle ou pas. Et donc à nouveau, on ne choisit pas. Moi, ce que je veux apprendre, c'est à chacun retrouver l'autonomie, le moyen de choisir, de se rendre compte qu'en fait, ce choix, il est en nous et qu'il nécessite tout simplement un entraînement chaque jour. Donc c'est pour ça que je l'ai fait et j'ai adoré la façon dont vous avez réagi. C'était pas écrit à l'avance, mais vous voyez, vous avez été exactement à cet endroit-là. Et peut-être que Marie-Pierre, si je vous parle de souveraineté intérieure, vous, derrière, quel est le mantra que vous auriez envie de poser pour vous? Moi, le mantra que j'ai en tête, c'est « Je suis la personne la plus importante de ma vie ». C'est merveilleux. Voilà. On va bientôt se quitter sur cette belle phrase. Avant ça, je voulais parler de cette démarche que vous avez eue. Vous êtes reconvertie professionnellement. Cette paix intérieure que vous avez acquise, vous avez décidé d'en faire profiter les femmes autour de vous. Et vous avez créé Renaître Femme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? En fait, je suis devenue doula. Ça a été aussi une de mes prises de conscience quand je suis devenue maman. Doula, c'est des personnes qui accompagnent les femmes et les familles de la conception jusqu'au postpartum. Mais voilà, c'est un accompagnement qui n'est pas médical, c'est un accompagnement qui est humain, émotionnel. Et c'est accompagner les femmes et les couples à tout moment de leur vie, dans toutes leurs réflexions, justement pour... sans donner des clés, sans guider, c'est accompagner, recueillir les réflexions et permettre aux personnes de cultiver eux-mêmes leurs propres ressources et leurs propres réponses. On part du principe que toutes les réponses sont en nous. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à aller les chercher, comment est-ce qu'on chemine.
Oh, moi, j'aurais bien aimé vous rencontrer à ce moment-là. J'étais tellement angoissée par... Non, mais vraiment, on sent... se dégage de vous aujourd'hui, je ne vous connaissais pas il y a 10 ans, mais une paix, une sérénité qui doit faire du bien aux femmes que vous accompagnez. Merci Marie-Pierre d'avoir partagé cette histoire avec nous, si personnelle. J'espère que vous aurez pu recueillir quelques clés qui vous permettront d'avancer en toute sérénité. Merci Christelle pour ces conseils toujours très clairs. Si vous voulez qu'on se questionne ensemble, n'hésitez pas à nous écrire sur le compte de Psychologie Magazine. À bientôt.